repas chez Lévi, qui occupe un mur entier de la galerie de l'Accademia à Venise, a été peint par Véronèse entre 1571 et 1573. Tableau de grande ampleur, il mesure 13 mètres 10 sur 5 mètres 55, très équilibré, il obéit dans sa structure à des normes de composition classiques. Tous les personnages sont rassemblés dans le tiers inférieur d'un rectangle d'une longueur inhabituelle. Les arches d'une loggia ouverte vers l'extérieur découpent la scène en 3 parties. Chapiteaux, colonnes, bâtiments sont inspirés par Andrea Palladio, l'architecte qui, à cette époque, remodèle Venise en s'inspirant de l'Antiquité. Des escaliers à balustrade renforcent la symétrie et accentuent l'effet de la perspective. Les lignes de fuite des perspectives convergent sur le personnage du Christ qui occupe le centre de la table. Le Christ est entouré de Saint Jean, de Saint Pierre et des autres apôtres. Face à eux, Judas et Lévi occupent des positions symétriques par rapport au centre de la table. Sous l'arcade de gauche, plusieurs apôtres sont entourés d'une foule de serviteurs qui versent du vin, font passer des assiettes ou apportent des plats vers la table. Sous l'arcade de droite, le reste du banquet, encore d'autres apôtres, des pages, des serviteurs et des soldats. Entre ces scènes principales, devant les colonnes, 2 personnages importants. À droite, le maître d'hôtel, ou le cuisinier en tenue bariolée. À gauche, un personnage en tenue verte, peut-être un autoportrait de Véronèse. Tous les groupes sont reliés entre eux par le geste ou le regard. Des personnages se greffent sur d'autres personnages. Des scènes secondaires s'emboîtent dans la scène principale. Malgré l'abondance des personnages, toute la composition montre qu'il s'agit de la scène, le dernier repas que le Christ prend avec ses disciples, l'un des épisodes du Nouveau Testament les plus représentés par les peintres. Véronèse s'était déjà rendu célèbre en peignant d'autres repas comme les noces de Cana, le repas chez Simon ou la scène de Saint-Grégoire. Ces toiles étaient en général commandées par des ordres religieux pour décorer le réfectoire des couvents. Les moines avaient donc sous les yeux, pendant qu'ils mangeaient, un rappel du sacrement de l'Eucharistie. Les formats particuliers étaient déterminés par l'architecture des lieux auxquels ces toiles étaient destinées. Pour le monastère bénédictin de Saint-Georges-Majeur, Véronèse avait peint en 1563 les noces de Cana. Le tableau, aujourd'hui au musée du Louvre, fut longtemps la fierté du monastère. De la même façon, Véronèse peint ce tableau pour remplacer une scène du Titien détruite en 1571 dans l'incendie du réfectoire du couvent dominicain de Saint-Jean et Saint-Paul, couvent aujourd'hui intégré au bâtiment de l'hôpital de Venise. Il est dit dans les chroniques que les soldats hébergés par ce couvent, peut-être au cours d'une beuverie, auraient mis le feu au réfectoire qui fut complètement détruit. Un moine, le frère Andrea dei Buoni, ici représenté, réunit diverses offrandes et commande à Véronèse un nouveau tableau. Un sommet modeste, à peine le prix d'un portrait, mais le peintre accepte. Les scènes obéissaient jusqu'alors à un modèle très dépouillé qu'avait codifié Léonard de Vinci à Milan. Le moment choisi est celui où le Christ déclare «
l'un de vous me trahira. Plusieurs apôtres expriment leur stupeur. Judas, lui, a un geste de recul. Véronèse transforme complètement l'espace et l'esprit de la scène. De la quinzaine de personnages traditionnels, il passe à une cinquantaine. Il représente un grand banquet à la vénitienne, où il rassemble des personnages richement habillés et festoyants. Il achève son tableau et le livre au couvent des Dominicains le 20 avril 1573. 3 mois plus tard, il est convoqué par le tribunal de l'Inquisition. Appelé au Saint-Office par devant le tribunal sacré, maître Paul Cagliari Véronèse, demeurant à la paroisse de Saint-Samuel et interrogé sur ses noms et prénoms, a répondu comme ci-dessus. Interrogé sur sa profession, a répondu. Je peins et je fais des figures. Avez-vous connaissance des raisons pour lesquelles vous avez été appelé? Seigneur, non. Vous imaginez-vous quelles sont ces raisons? Le prieur du couvent des Saint-Jean et Paul m'a déclaré qu'il était venu ici et que vos seigneuries illustrissimes lui avaient commandé de devoir faire exécuter dans le tableau une madeleine au lieu d'un chien. Et je lui répondis que fort volontiers je ferais tout ce qu'il faudrait faire pour mon honneur et pour l'honneur du tableau, mais que je ne comprenais pas ce que cette figure de la madeleine put bien faire ici. Dans cette scène que vous avez faite pour Saint-Jean et Saint-Paul, que signifie la figure de celui à qui le sang sort par le nez? C'est un serviteur qu'un accident quelconque fait saigner du nez. Que signifient ces gens armés et habillés à la mode d'Allemagne, tenant une hallebarde à la main? Il est ici nécessaire que je dise une vingtaine de paroles. Dites-les. Nous autres peintres, nous prenons de ces licences que prennent les poètes et les fous, et j'ai fait ces hallebardiers, l'un buvant, l'autre mangeant au bas d'un escalier, tout près d'ailleurs à s'acquitter de leur service, car il me parut convenable et possible que le maître de la maison, riche et magnifique, selon ce qu'on m'a dit, dût avoir de tels serviteurs. Et celui habillé en bouffon, avec un perroquet au poing, à quel effet l'avez-vous représenté dans ce tableau? Comme un ornement selon l'usage. À la table de notre Seigneur, quels sont ceux qui s'y trouvent? Les 12 apôtres. Que fait Saint-Pierre qui est le premier? Il découpe l'agneau pour le faire passer à l'autre partie de la table. Que fait celui qui est après? Il tient le plat pour recevoir ce que Saint-Pierre lui donnera. Dites ce que fait celui qui est après. Il se cure les dents avec une petite fourchette. Quelles sont vraiment les personnes que vous admettez avoir été à cette scène? Je crois qu'il n'y eut que le Christ et ses apôtres. Mais lorsque dans un tableau il me reste de l'espace, je l'orne de figures telles qu'elles me viennent et selon mon invention. Est-ce qu'il vous paraît convenable, dans la dernière scène de notre Seigneur, de représenter des bouffons, des Allemands ivres, des armes, des nains et autres niaiseries? Mais non. Pourquoi les avez-vous donc peints? Je l'ai fait en supposant que ces gens sont en dehors du lieu où se passait la scène. Ne savez-vous pas qu'en Allemagne et autres lieux infestés d'hérésie, ils ont coutume, avec leurs peintures pleines de niaiseries, d'avilir et de tourner en ridicule les choses de la Sainte Église catholique pour enseigner la fausse doctrine aux gens ignorants ou dépourvus de bon sens? Je conviens que c'est mal, mais je reviens à dire ce que j'ai dit, que c'est un devoir pour moi de suivre les exemples que m'ont donnés mes aînés. Je n'avais point pris tant de choses en considération. J'avais été loin d'imaginer un si grand désordre, d'autant plus que j'ai mis ces bouffons en dehors du lieu où se trouve notre Seigneur. Ces choses étant dites, les juges ont prononcé que le susdit Paul serait tenu de corriger et d'amender son tableau dans l'espace de 3 mois, à dater du jour de la réprimande. Et cela, selon l'arbitre et la décision du tribunal sacré, et le tout aux dépens du dit Paul. Mais Véronèse ne corrigea rien. Il ajouta négligemment une double inscription. Il trouva un épisode mineur de l'évangile de Saint Luc qui raconte « On fit un grand repas chez Lévi ». Simon est devenu Lévi et la dernière scène est devenue le repas chez Lévi. Étrange procès. D'abord parce que l'Inquisition s'attaquait à un peintre dont la célébrité était déjà immense. Ensuite parce que cette Inquisition romaine n'avait que peu de pouvoir à Venise, où elle ne pouvait siéger qu'en présence des représentants du gouvernement civil.
D'ailleurs, le procès ne s'ébruita pas, fut très vite oublié, et la carrière de Véronèse continua sans autre problème politique ou religieux. Étrange tableau aussi. Il s'agit d'une représentation du mystère de l'Eucharistie. Le pain et le vin, symboles de la chair et du sang du Christ, sont partout présents. Mais le hallebardier qui boit du vin sur l'escalier de droite fait pendant au serviteur qui saigne du nez sur l'escalier de gauche. C'est le personnage en vert, donc peut-être Véronèse lui-même, qui montre le pain et le vin, et non le Christ. Ces assiettes qui viennent se placer au-dessus des têtes évoquent irrésistiblement des auréoles. Et jusqu'au perroquet, présent dans une scène religieuse, où Véronèse peindrait d'ordinaire plutôt la colombe du Saint-Esprit. On ne connaît pas d'image des ateliers des peintres de la Renaissance. Ils devaient être encombrés du matériel pour la peinture et aussi d'objets les plus divers utilisés comme modèles. Les couleurs des peintres de la fin du XVIe siècle étaient surtout des pigments minéraux, des pierres extraites de mines ou de carrières et broyées à la meule ou au mortier. Ainsi, la palette de Véronèse peut être ramenée à une douzaine de minéraux de base simple. Le pigment le plus abondant est le blanc de céruse, un carbonate de plomb, presque toujours utilisé en mélange avec tous les autres pigments. Pigment rouge courant, l'hématite, un oxyde de fer, qui intervient dans la composition des rouges les plus assurés. Autre rouge, le cinabre, un sulfure de mercure de teinte vermillon, utilisé en mélange pour les incarnats ou pour les vêtements. Les teintes rouges orangées sont obtenues avec le minium, un oxyde de fer, ou avec le réalgar, un sulfure d'arsenic. L'or piment, dont le nom signifie pigment d'or, est un sulfure d'arsenic utilisé pour les reflets de vêtements jaunes. La litharge, un oxyde de plomb, est le jaune clair le plus abondant de la palette de Véronèse. L'azurite, un carbonate de cuivre, donne un bleu dense, utilisé seul ou mélangé au blanc de céruse. Le lapis-lazuli, une pierre précieuse, donne le bleu d'outre-mer. Très rare dans le repas chez Lévy, tableau bon marché, cette couleur fort coûteuse abonde au contraire dans les noces mystiques de Sainte-Catherine. La malachite, un carbonate de cuivre, est utilisé par Véronèse dans des poudres de grains plus ou moins fins pour obtenir diverses nuances de vert. Ce pigment est à l'origine du fameux vert Véronèse. Véronèse utilisait aussi plusieurs pigments courants qu'il mélangeait. Lac rouge, lac violette, ocre brun roux et ocre brun jaune. Toutes les couleurs, toutes les textures, tous les effets de lumière étaient obtenus par le simple mélange de ces pigments de base. Étant donné sa taille inhabituelle, le repas chez Lévy a nécessité l'assemblage d'un grand nombre de morceaux de toile de lin. Véronèse effectuait de multiples croquis préparatoires qui, la plupart du temps, aboutissaient à un dessin de mise en place générale des architectures et des personnages que le peintre reportait ensuite sur la toile par un système de quadrillage. Du repas chez Lévy, on ne connaît aujourd'hui que des esquisses. Mais sous les couches de peinture, on distingue, grâce à la photographie infrarouge, le quadrillage de mise en place et le dessin. La toile de lin était d'abord enduite de gesso, un mélange de colle animale et de plâtre fin, jusqu'à l'obtention d'une surface unie. Le dessin était reporté au fusain ou à la pointe d'un pinceau, enduite d'ocre brun.
Les couleurs étaient préparées à l'huile de lin. Leur mise en place se faisait en demi-teinte dès la première couche. Les personnages étaient peints en 2 fois, une couche claire qui formait le sous-modelé et une plus sombre pour les ombres. Les diverses formes de clair-obscur étaient obtenues en faisant varier les proportions entre pigments clairs et pigments sombres. Mais Véronèse n'utilisait pas le noir. Et dans toute la composition, les touches claires modulaient les reflets de lumière. L'analyse au rayon X montre que ce personnage, inspiré par le buste de l'empereur romain Vitellius, est entièrement mis en place dès les premiers coups de pinceau. La minceur de la couche et la technique picturale de Véronèse sont d'ailleurs fort bien mises en évidence par l'analyse d'échantillons microscopiques. Ce reflet sur l'épaule du hallebardier de gauche, de légères touches de blanc de céruse sur le fond d'azurite. De gauche à droite, la préparation blanche de gesso et de colle, des grains d'azurite mêlés à un peu de lac rouge et des traces de blanc de céruse mêlées à de l'azurite. Les motifs de la veste du personnage en vert, de gauche à droite des traces brunes du dessin original, des grains de malachite verte avec quelques traces d'azurite et la mince touche de litharge jaune. La chemise à rayures rouges du serviteur noir qui monte l'escalier, par-dessus la préparation de gesso, une couche de blanc de céruse et une mince couche de cinabre et de lac rouge où l'on distingue quelques grains de noir de carbone et d'azurite. L'analyse en réflectographie infrarouge montre qu'un personnage qui se trouvait devant Lévi a été recouvert, sans doute un page, éliminé par Véronèse, afin de rééquilibrer le centre du tableau. Peut-être en relation avec la disparition du page, la position de la tête de Lévi a été légèrement modifiée. On en voit encore les traces sous le fond bleu pâle. Les repentirs sont donc très peu nombreux. Les quelques autres retouches concernent la position des personnages ou encore les perspectives des bâtiments et des colonnes. Véronèse aime saturer l'espace des personnages et créer des groupes d'opposition. Derrière le profil régulier de Lévi, il fait surgir un profil Camus. Derrière le sombre Judas, un visage suave à la Léonard de Vinci. Et derrière le pâle cuisinier, un visage africain. Le noir appelle le blanc comme le chat appelle le chien. On retrouve ce système d'opposition dans le traitement de la couleur. Le ciel et les architectures du fond sont traités en couleur froide. À l'inverse, les architectures de l'avant-scène sont traitées en couleur chaude. Ce procédé accentue l'illusion de profondeur déjà donnée par la perspective. De loin, le tableau paraît de teinte uniforme assez neutre, peu contrastée et d'une remarquable homogénéité. Mais dès que l'on s'approche, les détails et les couleurs vives apparaissent et on a alors une impression de grande diversité. Pourtant, la palette du repas chez Lévi est assez simple. Tous les tons sont obtenus par dégradé des couleurs de base. Et les composantes colorées s'équilibrent partout dans le tableau. Par exemple, dans la zone de la balustrade, une gamme de rouge et une gamme de jaune font contrepoint à une gamme de gris chaud. Avec très peu de couleurs de base, une très grande variété d'effets colorés a été obtenue. Mais ce qui rend encore plus remarquable le système chromatique de Véronèse,
c'est la mise en opposition de couleurs complémentaires. Les deux verts du manteau du personnage principal s'opposent exactement aux deux roses du négrillon. Le système est parfois encore plus complexe. Le bleu du vêtement de Saint-Pierre est situé entre le jaune vif du personnage debout et le rouge de Lévi. Or, si on mélangeait ces deux dernières couleurs, on obtiendrait un orangé qui est le complémentaire du bleu. Les couleurs de toute cette zone centrale sont donc reliées entre elles et distribuées d'une façon très rigoureuse afin d'obtenir la plus grande luminosité. Le tableau aujourd'hui à la galerie de l'Accademia resta longtemps au réfectoire de Saint-Jean et de Saint-Paul. En 1697, à nouveau, un incendie dévaste le couvent. On dit qu'un moine aurait alors découpé la toile en trois et l'aurait sauvée en la sortant par les fenêtres. Restauré, le tableau est encore là, sur le fond, lors d'une réception du pape à Venise que peint Guardi en 1786. Confisqué par les armées napoléoniennes, le repas chez Lévi passe 15 ans au musée du Louvre. Restitué à l'Italie à la chute de l'Empire, il est mis en place dans l'ancien couvent de la Charité, transformé en galerie-musée de l'Accademia pour y recevoir les œuvres des peintres vénitiens. À cette époque, on adjoint au tableau de Véronèse une corniche qui semble prolonger les architectures peintes. À partir de 1980, la restauration de la toile a été effectuée à San Gregorio, une église gothique de Venise, transformée en atelier de restauration des objets d'art. Les mastiques anciens qui soudaient les trois grands morceaux de toile ont été ôtés. Les accrocs et les déchirures ont été réparés. Au XIXe siècle, les restaurateurs avaient cru bon de repeindre des zones entières du tableau, transformant complètement les couleurs et leurs rapports. Le ciel, en particulier, avait été repeint avec des pigments modernes, comme le bleu de Prusse, et on lui avait donné une dominante rose. De la même façon, les vêtements ou les visages des personnages avaient été mis au goût du jour. À cela s'était ajoutée l'oxydation des couches de vernis successives. Les nettoyages menés durant la campagne de restauration ont permis de restituer un ciel plus proche de l'original. Et sur toute la surface de la toile, les couleurs de Véronèse ont retrouvé leur pureté. Après ces opérations, les trois panneaux ont été assemblés et collés sur une toile de soutien. Mais en ménageant des intervalles entre les parties correspondant aux pertes qu'avait subies la toile au XVIIe siècle, après son découpage et son réajustement approximatif, 8 cm à gauche et 5 à droite. Ces parties manquantes ont pu ensuite être repeintes en se basant sur les copies ou les gravures du tableau exécutées avant l'incendie. Par exemple, sur cette photographie en éclairage rasant, on voit que les deux bords de la toile avaient été grossièrement réajustés et que le bras du cuisinier avait été réduit. Le nouvel écartement des panneaux restitue l'exacte proportion. De même, la suture de gauche passait à travers le bouffon. Les précédents restaurateurs avaient réinventé une tête d'oiseau en se servant du col du personnage. La dernière restauration redonnait à la scène son aspect original. On a également récupéré les bords du tableau qui, faute de place dans le musée, avaient dû être repliés contre le châssis. 9 cm à droite et 8 à gauche. Pendant longtemps, on avait vu un repas chez Lévi réduit, jauni, terne, aux couleurs faussées. On peut désormais voir le tableau tel que Véronèse l'avait peint.
Pour le grand public, Véronèse est surtout devenu un nom commun, celui d'une couleur, d'ailleurs assez mal définie. On a peut-être oublié l'influence décisive que le peintre a eue sur la sensibilité moderne à la couleur, à travers Tiepolo, Fragonard, Delacroix ou Renoir. La vie de l'homme est assez mal connue, mais l'œuvre est là, immense. Les fresques de la Villa Barbaro à Mazères, près de Trévise, où Véronèse joue avec le trompe-l'œil et invente 3 siècles avant la peinture impressionniste. Les peintures de l'église San Sebastiano, que le peintre a passé sa vie à décorer et où il est enterré. Les peintures du Palais des Doges, où il a décoré plusieurs salles à diverses étapes de sa carrière. Enfin, ces nombreuses toiles que, dès le XVIIe siècle, des collectionneurs européens s'arrachaient à prix d'or. Au cœur de cette production abondante, le repas chez Lévy demeure énigmatique. Que regarde Judas? Que regarde Lévy? À quoi songe Saint-Pierre? Que peut donc bien dire ce personnage en vert qui serait Véronèse? Qu'un reflet après tout n'est qu'une trace de blanc sur un fond de couleur? C'est-à-dire que tout art est illusion, mais même illusion d'illusion. Encore que le véritable maître de maison n'est pas toujours celui que l'on croit. En cette fin de Renaissance, le Christ occupe bien encore le centre du tableau, selon un principe classique, mais déjà il passe à l'arrière-plan. Et c'est le peintre en personne qui vient occuper le devant de la scène.